les enjeux dans le domaine de la psychiatrie. Alors voici mes liens d'intérêt. Donc le programme, durant ces 15 minutes, c'est d'abord de vous parler des limites actuelles, de vous rappeler les limites qu'il y a dans le domaine de la recherche en pharmacologie qu'en psychiatrie. Encore une fois, ce sera un regard de pharmacologue, hein, évidemment. Je ne prétends pas couvrir le champ complet de la recherche en psychiatrie, qui va bien au-delà de la pharmacologie. Puis on parlera des enjeux qu'il y a, et puis qui donneront lieu à des pistes tout à fait intéressantes et qui s'accélèrent actuellement clairement. Alors, tout d'abord, les limites de la pharmacologie en psychiatrie. En psychiatrie, vous le savez, ça repose au départ sur un nombre de médicaments, un nombre de thérapeutiques qui reste relativement limité, mais surtout qui a été peu renouvelé. Je ne vous apprendrai pas que la plupart des molécules utilisées en psychiatrie ont été conceptualisées il y a plus de 50 ans, reposent beaucoup sur des théories monoaminergiques, avec une classification qui a été instaurée pas loin d'ici par Deleuze de Nicker, et qui finalement, avec au départ cette notion de tonus psychique, mais qui finalement reste encore les piliers de la classification des molécules psychotropes, avec les molécules de la grande famille des antipsychotiques, des antidépresseurs, hallucinogènes, qui maintenant, vous avez entendu ce matin, ont une place émergente, et puis les normothymiques ou thymorégulateurs. Donc il n'y a pas eu de grosses modifications. Il y a eu une tentative malgré tout, d'éclaircissement qui s'est fait récemment par une nouvelle classification que d'ailleurs les psychiatres n'ont pas encore vraiment pris à bras-le-corps. Elle a quasiment 10 ans dorénavant. Elle est portée par des sociétés savantes. C'est la Neuroscience-Based Nomenclature qui cherche donc à repartir sur les mécanismes, si je fais très simple, et je ne vais pas vous le détailler ici, vous devez la connaître, mais qui cherche finalement à ne pas parler d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, mais de molécules en resituant, évidemment en gardant leur indication en tête, mais en resituant leur mécanisme d'action. Et grâce à cette classification, et vous savez qu'il y a des applications qui sont disponibles sur vos smartphones pour cela, qui sont traduites en français dorénavant, on a un nombre, finalement, vous avez ici, vous les psychiatres, un arsenal, vous avez vos outils de travail avec une dizaine de cibles, 10 cibles qui représentent 98% de vos cibles thérapeutiques, et puis des modes d'action pharmacologiques, agonistes, antagonistes, libérateurs de vésicules, de neurotransmetteurs, inhibiteurs, etc. Et ça correspond, grosso modo, à 130 molécules qui sont dans les molécules princeps. Je ne parle pas évidemment des MeToo. Et puis, là aussi, de manière très simplifiée, 42 grandes indications. Donc ça, c'est votre périmètre actuel qui, vous le savez, a des limites. L'efficacité thérapeutique pour beaucoup d'indications, elle est difficile à obtenir, ou au prix en tout cas de switch de molécules. On ne va pas les détailler, vous les connaissez bien, c'est votre quotidien. Et puis les effets indésirables, qui sont quand même constants, qu'on peut gérer, mais qui sont quand même une grande limite. Donc ça, en effet, c'est bénéfice-risque, cette pharmacologie qui a l'air de ne pas avoir évolué depuis plus de 50 ans, les concepts n'ont vraiment pas beaucoup changé, a provoqué une véritable crise dans le domaine de la psychiatrie que la neurologie n'a pas connue avec une telle violence. C'était notamment autour des années 2010, lorsqu'il y a eu vraiment un désengagement des big pharma dans la psychiatrie, avec des coups sur coups, des annonces de grands groupes qui disaient qu'ils arrêtaient leur recherche en psychiatrie. Alors à ce moment-là, il a redirigé aussi vers l'Alzheimer, qui est en France plutôt couvert par la neurologie, mais c'était quand même une grande inquiétude au niveau international. Les grandes réflexions ont eu lieu pour comprendre et pour tenter d'en sortir. Alors il y a eu, heureusement, depuis maintenant, ce discours-là n'est plus tenable, puisque depuis plus de 5 ans, on revoit revenir un certain nombre de big pharma dans la recherche, dans le domaine de la psychiatrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait encourageant, on pourra en reparler. Alors, si on fait un état des lieux sur l'arsenal dont vous disposez et surtout les nouvelles molécules en cours d'essai, et quand on regarde dans des recensements réguliers qui se font le pipeline des molécules, eh bien, si les chiffres 2023, vous les voyez ici, sont représentés ici, vous voyez que dans le pipeline des essais cliniques, toutes phases confondues au niveau mondial, eh bien, les molécules à visée centrale, vous voyez qu'on n'a que 18% de molécules pour la psychiatrie. Tout le reste
c'est pour la neurologie. J'inclus dans la neurologie, alors je ne mettrai peut-être pas l'addiction, mais vous voyez que la neurologie couvre quand même le champ largement dominant pour la recherche, l'activité dans la recherche et la vitalité dans la recherche en pharmacologie. Donc ça, c'est un problème. Alors, les explications, elles sont multiples. Déjà, d'un point de vue factuel, on constate que c'est pour une équipe académique, pour une équipe industrielle, c'est beaucoup plus risqué de développer un médicament en psychiatrie. C'est vraiment la discipline médicale où les risques sont les plus forts. Et d'ailleurs, on voit que les phases d'attrition, les phases d'échec qui sont représentées ici, les chiffres datent un peu, ils ne sont pas toujours mis à jour, mais ils n'ont que peu changé. Vous voyez que la psychiatrie se classe vraiment loin. Alors l'oncologie, elle a depuis d'ailleurs bien gagné des places, mais la psychiatrie est vraiment la discipline médicale qui a le plus de taux d'échec dans les phases 1 et dans les phases 2. Alors il y a différentes raisons qui sont, on va le voir, sont partagées pour certaines par la neurologie, mais pas toutes. Alors déjà, un point commun avec la neurologie, c'est qu'il faut qu'on fasse rentrer un médicament dans le cerveau. Ça a l'air complètement trivial, mais c'est vraiment un casse-tête de pharmacologues, de biologistes, de faire rentrer une molécule avec sa barrière hémato-encéphalique, avec toutes ses possibilités de protection. Donc, question qui est vraiment est centrale. Autre point, d'un point de vue plus conceptuel, cette fois-ci, c'est la méconnaissance physiopathologique que l'on a encore dans le domaine de la psychiatrie. On repose sur des hypothèses très séduisantes, des concepts, mais qui sont très limités. Et on le voit quand on essaye d'expliquer la psychiatrie biologique, on manque d'arguments et souvent on a des hypothèses. Ce que la neurologie a moins. Il y a encore des grands gaps dans la compréhension, mais la neurologie a une approche mécanistique qui est quand même plus affinée. Les modèles animaux aussi, ils restent incontournables. Je sais que les modèles animaux n'ont pas le vent en poupe. On essaie à tout prix de s'en débarrasser, et tant mieux, d'un point de vue éthique, il faut y tendre. Pour l'instant, ils restent incontournables, en particulier dans les neurosciences. Mais les modèles animaux, vous le savez, je ne vais pas le détailler, une souris dépressive, ça vous laisse un peu songeur. Par contre, une souris qui présente des dystonies ou qui présente une forme de Parkinson, alors c'est peut-être pas la souris qui sera le même modèle dans ces cas-là, mais ça a du sens parce qu'il y a des mécanismes physiopathologiques tout à fait communs. Donc vous voyez là la différence qu'il y a. Les biomarqueurs aussi, même si j'en parlerai dans les perspectives, ils manquent vraiment cruellement en psychiatrie. Biomarqueurs, quand j'entends biomarqueurs, c'est vraiment validé de toute nature. On ne va pas parler que de biologie ou imagerie, tous les biomarqueurs. Les neurologues ont la chance d'avoir pas mal de biomarqueurs validés. Et puis après, le côté plus qui va sortir du cadre, les contraintes méthodologiques de la recherche impliquant la personne humaine. Alors, le péché un peu originel, mais ça c'est vraiment votre domaine, c'est la classification. Là, c'est un vaste sujet que je n'oserais pas aborder du DSM qui, comme vous le savez, repose encore est déconnecté de la neurobiologie. Et puis après le côté sociétal que je n'ai pas détaillé, que vous connaissez bien, mais qui malgré tout flèche encore les financements pour les décideurs, pour ceux qui ont l'argent. La psychiatrie, je ne vous l'apprendrai pas, n'attire encore que peu de fonds financiers. Alors, après ce tableau qui a l'air a priori, qui est certes lucide, mais qui n'est pas très optimiste, bon, allons quand même vers les enjeux de cette recherche psychopharmacologique et ce qui reste à faire. Et là, il y a des choses il y a des enjeux qui montrent beaucoup d'espoir. Le premier, c'est qu'on a pris conscience dans le domaine de drug discovery, c'est qu'on a sûrement jeté trop rapidement des molécules qui ne marchaient pas, des essais cliniques qui ont été arrêtés de manière abrupte. Alors qu'à posteriori, on s'est rendu compte que finalement, l'idée était sûrement très bonne, mais l'essai clinique de phase 2 ou 3 a échoué parce qu'on n'avait pas suffisamment compris ou vérifié des notions très basiques de pharmacologie, notamment tout ce qui est PKPD, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie. On n'avait pas vérifié que chez l'homme, d'une part, on a suffisamment de médicaments qui rentrent dans le cerveau, que le médicament se fixe bien sur la cible, reste suffisamment au niveau de la cible, que la cinétique est compatible avec un effet pharmacologique et donc clinique. Et il s'avère que quand on réanalyse des échecs, on n'était sûrement pas ou à la bonne dose, ou à la bonne posologie, ou à la bonne fréquence d'administration. Ce n'était pas assez optimisé. Et ça, c'est un point qui a été mis en exergue par un certain nombre de groupes de réflexion qui associent à la fois des chercheurs académiques et des chercheurs industriels. Donc ça, c'est dorénavant quelque chose qui est changé. Les chercheurs dans Drug Discovery sont beaucoup plus sensibles à cela, à bien dérisquer en amont par des questions qui ont l'air pour vous tout à fait basiques, mais qui sont cruciales.
L'autre point, c'est les biomarqueurs. Alors les biomarqueurs, on en mot à la mode évidemment, mais qui est incontournable. Hein, biomarqueurs compagnons. Je ne parle pas du biomarqueur diagnostique. Hein, on va juste parler des biomarqueurs autour du drug discovery. Alors là, il y a des apports d'imagerie qui sont très importants. L'imagerie TEP, notamment, qu'on ne va pas détailler ici, permet de visualiser le médicament en le rendant radioactif, de vérifier qu'il rentre dans le cerveau. Ça permet de voir la cible, ça permet de démontrer que le médicament candidat va bien se fixer sur la cible, combien de temps il se fixe sur la cible. Donc là, il y a des données qui sont certes très lourdes d'un point de vue technologique, mais qui sont incontournables et qui sont intéressantes pour pouvoir donc là aussi se donner avoir la certitude que le médicament avant un essai clinique à grande échelle, eh bien, il va bien agir sur la cible attendue. Donc ça nécessiterait des développements, mais c'est quelque chose qui a bien évolué récemment. Et puis il y a eu aussi des évolutions avec des biomarqueurs, mais biologiques. Et je ferai qu'un focus que là-dessus, puisqu'il intéressera plus les pharmacologues. Qui dit biologique dit d'accès simple, donc avec des matrices biologiques d'accès simple. On ne va pas parler du liquide céphalorachidien, on ne va pas parler de prélèvements intracérébraux in vivo. On va parler de prélèvements, de dosage à partir du sang, à partir des urines, à partir des selles. Ça, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, mais de manière très rapide, c'est la métabolomique. Alors, vous allez me dire, c'est des mots un peu à la mode. Mais la métabolomique, c'est donc ce qui survient après le génome, le transcriptome, le protéome, donc l'expression des récepteurs notamment. Eh bien, c'est tous les métabolites, incluant les neurotransmetteurs d'ailleurs, qui peuvent être dosés dorénavant par des techniques qui sont de très très puissantes, qui ont été développées au niveau des laboratoires, et qui permettent donc d'avoir des dosages de milliers de molécules. Quand je dis de milliers de molécules, c'est même des dizaines, voire des centaines de milliers de molécules que l'on peut doser sur un prélèvement de sel, de sang, pour un sujet. Alors, on ne les identifie pas toutes, et surtout, on n'arrive pas à trouver un support neurobiologique à toutes, loin de là, mais par contre, on arrive à distinguer des patterns avec des approches, d'analyse de données, et on arrive donc à distinguer des travaux tout à fait intéressants en France et à l'étranger, autour des répondeurs aux ISRS, autour des répondeurs aux antipsychotiques, qui sont en train d'émerger pour pouvoir avoir des signatures métabolomiques dorénavant. Et la littérature montre des exemples, des success stories qui apparaissent là, maintenant, ces années, grâce à des évolutions analytiques qui ont, quand je dis analytique, c'est au sens de laboratoire, évidemment, vous comprenez, de dosage qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, alors, évidemment, la tarte à la crème, c'est l'intelligence artificielle. Oui, elle peut beaucoup avancer et des équipes se structurent justement et qui cherchent à combiner un ensemble de données multimodales, des données d'imagerie, des données de vie réelle, des données de biologie. Donc ça, on en parle beaucoup, mais là aussi, les choses arrivent très vite et s'accélèrent et il y a des approches qu'on n'imaginait pas il y a 3-4 ans qui sont en train de se mettre en place. Je fais que les survoler, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le troisième enjeu, c'est les cibles. C'est revisiter les cibles. Alors, ce matin, vous avez eu des conférences brillantes autour des psychédéliques, et vous avez peut-être l'impression que tout l'espoir de la psychiatrie repose dorénavant sur les psychédéliques. En fait, il s'avère que les psychédéliques, au-delà des enjeux réels qu'ils comportent, et on l'a bien vu ce matin, ils sont un véritable accélérateur de recherche pour la pharmacologie. Pourquoi ? Parce que on sait la voie d'entrée de beaucoup de psychédéliques, c'est des récepteurs, notamment les 5-HT2A, qui sont des récepteurs que l'on connaît de longue date, qui étaient un petit peu passés de mode, qui sont des récepteurs agissant avec les effets des antipsychotiques, mais qu'on revisite grâce aux connaissances que l'on a de plus en plus en imagerie, mais également clinique, autour des effets des psychédéliques. Simple exemple, les 5-HT2A, grâce aux travaux autour des psychédéliques, on a revisité leur positionnement. On sait qu'ils ne sont pas uniquement membranaires, ce qu'on sous-estimait totalement par avant. On sait qu'ils ont des localisations qui peuvent être intracellulaires et on pense que des molécules vont davantage agir sur ces 5-HT2A intracellulaires sur leurs propriétés et pouvoir enclencher des réponses. Alors je le simplifie à l'extrême, mais on a des voies d'approche qu'on sous-estimait totalement préalablement, et notamment en ciblant des récepteurs 5-HT2A intracellulaires et donc en faisant travailler les chimistes pour développer des molécules qui vont franchir les barrières et se fixer plus spécifiquement sur ces 5-HT2A.
Et ça permet de rediriger un certain nombre de travaux et de développer des ligands qui vont certes cibler les 5-HT2A comme avec un propriété agoniste, mais en ayant des effets antidépresseurs sans les effets psychédéliques. Ça a été abordé ce matin également pour ceux qui étaient à la première session, et qui permet donc d'avoir, pour le coup, un effet thérapeutique, mais qui sera dépourvu des antipsychédéliques, des effets psychédéliques qui peuvent être considérés comme indésirables. Donc là, ça permet de rediriger ces travaux récents avec une accélération, là aussi, avec beaucoup d'équipes qui travaillent, qui se structurent, et les choses avancent très très vite quand on fait un bilan de la littérature d'il y a quelques années. Enfin, et je terminerai sur ce point-là, c'est le ciblage. Alors on parle de médecine de précision, de psychiatrie de précision. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il s'avère que jusqu'à présent, le Graal pour un pharmacologue, c'était de cibler une molécule de manière très propre, la plus spécifiquement, avec la meilleure affinité. Les choses n'ont pas totalement changé, mais elles évoluent. Et c'est grâce aussi aux apports à la fois de la neuroimagerie, aux apports de la connectivité fonctionnelle, qui alimentent également ces compréhensions pharmacologiques. Si on prend ce schéma d'une revue récente, ça vous représente ici finalement les régions d'intérêt dans le cas de la dépression, qui sont une analyse, une review à partir de résultats qui ont été obtenus ou par l'imagerie, ou par des traitements pharmacologiques, ou par de la stimulation cérébrale profonde, et qui permet de mettre en exergue les régions d'intérêt. Et les pharmacologues commencent à intégrer cela, en se disant il faut qu'on vise ces régions spécifiquement. On ne parlera plus de récepteurs précis, parce que viser un récepteur ou une cible quelconque dans un cerveau, ça va dire inonder le cerveau, et on n'aura pas donc un effet certes intéressant, mais au prix d'effets indésirables. Là, l'intérêt, ce serait de guider les pharmacologues pour qu'ils ciblent des régions cérébrales en fonction de ce type de travaux. Et ça repose d'ailleurs sur des exemples tout récents, sur ce que font les neuro-ingénieurs, qui dorénavant, vous le savez, peuvent cibler électriquement avec des stimulations électriques qui sont, avec un exemple de l'EPFL brillant et publié tout récemment, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu passer, qui ont fait la preuve de concept qu'on peut, au moyen de deux faisceaux électriques de fréquences légèrement différentes, d'où la notion d'interférence temporelle, avoir, au lieu de rencontre au niveau central, un différentiel de fréquence qui va à son tour stimuler, 80 Hz par exemple, stimuler des régions cérébrales précises. Et ça, cette approche-là, elle est électrique, elle va sûrement évoluer très vite, mais elle peut aussi être transposée au niveau pharmacologique. Alors comment ? Une des pistes que l'on développe, nous et d'autres, c'est d'avoir des molécules qui vont se fixer avec une fixation préférentielle dans des régions cérébrales. C'est ce concept d'agonisme biaisé qui a été mis en lumière lors du prix Nobel de Kobilka et Lefkowitz en 2012, qui ont beaucoup travaillé sur les récepteurs couplés aux protéines G et qui ont, eux et d'autres, mis en exergue ce concept qui consiste à avoir des molécules chimiques dorénavant qui sont des agonistes, donc rien de neuf à ce stade-là, mais qui sont des superagonistes dans le sens où ils vont fixer non seulement une famille de récepteurs précis, mais cette famille qui sera localisée préférentiellement dans une région du cerveau précise. Et là, ça va avoir pour conséquence d'activer cette région cérébrale au moyen de couplage avec des protéines intracellulaires qui seront préférentiellement activées. Et donc, cette tendance-là se développe beaucoup. Alors, avec des premiers essais qui ont lieu au niveau préclinique sur le modèle animal, dans le domaine de la sérotonine, des 5-HT1 notamment, où il y a des travaux précliniques et cliniques qui émergent. Alors, je reconnais que c'est pour l'instant plutôt en neurologie que ça se développe, parce qu'on revient à cette prise de risque. Les sociétés derrière préfèrent aller vers la neurologie où le risque est peut-être plus contrôlé. Mais la psychiatrie va également venir. Et pour tout vous dire, la piste de la kétamine, dont on vous parle beaucoup actuellement, qui passe par les récepteurs NMDA, une des hypothèses serait que finalement le NMDA n'est que la voie d'entrée et que derrière il y a des boucles qui concerneraient plutôt les récepteurs à sérotonine et que par des agonistes qui court-circuiteraient cette boucle NMDA au prix d'effets indésirables de la kétamine pourraient activer également et avoir cet effet antidépresseur. Donc il y a ici quelque chose qui émerge et qui va, je suis sûr, s'accélérer ces prochaines années. Donc voilà, c'était donc au pas de course pour rattraper un peu le temps. Donc j'ai peu développé, mais c'était pour vous donner des grandes idées et surtout de grands espoirs sur les pistes qu'il y a actuellement en psychopharmacologie.
Et alors, vous allez voir évidemment la différence qu'il y a avec la neurologie, mais ne soyons pas complexés. Les neurologues, c'est sûrement plus facile leur mécanisme ou leur pathologie, mais il y a sûrement des choses aussi à prendre du côté de la neurologie, des sources d'inspiration, voire des cibles communes. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et donc, c'est ce que je vous propose maintenant à l'issue de quelques questions éventuelles. Merci beaucoup.